Alors, Françoise Barthes, tu as obtenu de nombreux prix littéraires et tu as débuté il y a un peu plus de 40 ans en publiant de la poésie. Ensuite, tu es passé au roman. Et j'ai même lu que tu gérais une compagnie de théâtre nommée Estrella. Comment passe-t-on d'un genre à l'autre et où situes-tu Jean qui vole dans ce parcours? Oui, donc il y a même un peu plus de 40 ans, le besoin d'écrire de la poésie, en fait, s'est fait sentir. Je dirais que c'était une période de ma vie, même tout à fait avant, qui était assez dure pour moi. La poésie était ma seule façon de résister, je dirais, aux outrances que je me faisais à mon propre corps. J'étais une jeune adolescente en révolte complète par rapport à sa famille, à sa mère, ce que je refusais à mon corps en étant anorexique pendant de nombreuses années. J'allais le rechercher dans les mots que j'ai désiré exprimer de cette façon-là, une poésie violente, une poésie intime que je brûlais après chaque poème écrit. Et donc, effectivement, j'avais plus besoin de mots que de nourriture à ce moment-là. Et pourtant, j'ai continué à écrire de la poésie, des recueils que j'ai commencé à faire publier un peu à partir des années 80. Et petit à petit, le besoin s'est fait sentir avec l'apaisement de ma vie. Le besoin s'est fait sentir d'une écriture plus liée, d'une écriture certes toujours poétique, parce que j'avais besoin de ce rapport avec l'intime de moi-même et aussi l'extérieur qui me permettait peut-être d'oublier ce que j'avais traversé à un certain moment. Et donc cette écriture est devenue plus de la prose, des récits courts, des contes, des nouvelles, et on sait que ce genre est très difficile à maîtriser. Et un peu à la fois, je me suis testée dans des textes plus longs. Et c'est ainsi que l'idée du roman s'est installée un petit peu à la fois dans ma tête. Je ne me suis pas lancée comme ça du jour au lendemain dans un roman, parce que bon, chez moi, j'avais l'impression que pour écrire un roman, effectivement, il fallait avoir de la résistance, il fallait pouvoir tenir le défi jusqu'au bout. Écrire un roman, c'est s'atteler à une tâche énorme, c'est aller jusqu'au bout de ce défi. Mais il y avait aussi la maîtrise de la langue. Nous avons fait toutes les deux des études de langue, les mêmes langues, je pense. Et effectivement, quand on travaille plusieurs langues d'un coup, eh bien, il faut savoir revenir à sa langue de base et essayer de la maîtriser jusqu'au bout. Donc, c'est comme ça que mon écriture a évolué. Elle a commencé, je dirais, dans la souffrance et elle se termine dans l'équilibre et dans la joie aussi, parce que Jean qui vole, c'est un récit, comme tu l'as dit, dont le personnage est un personnage qui commence mal sa vie, mais au fur et à mesure de ce texte, on se rend compte qu'effectivement, ce petit garçon qui commence comme orphelin dans le berceau, eh bien, il va finir par s'envoler, et ça, c'est ce qui nous arrive à tous, c'est qu'avec l'adolescence et qu'avec l'envie d'aller voir plus loin ce qui se passe, eh bien, il s'envole. Et c'est un petit peu à l'image de mon écriture. Alors oui, j'écris aussi pour le théâtre Estrella, dont je suis cofondatrice avec mon mari et 2 autres personnes, un réalisateur, metteur en scène. C'est la compagnie du théâtre Estrella qui est centrée principalement sur le château de Boussu, puisque nous avons la chance à Boussu, je suis boussutoise, nous avons la chance d'avoir un château qui a une très longue histoire, et la compagnie Estrella, donc l'étoile, s'attache à valoriser le capital historique de ce château de Boussu. Cette expérience m'a apporté beaucoup de choses, m'a apporté justement la maîtrise un peu à la fois de l'écriture théâtrale,
qui n'est pas du tout la même écriture que l'écriture romanesque, et j'ai dû faire mes armes un peu avec la supervision du président de cette compagnie, qui est aussi le réalisateur, metteur en scène, écrivain lui-même. Donc il y a ce volet-là aussi que j'aime. Quant à Petit Jean, comme tu l'appelles, Jean qui vole, c'est un récit. Alors c'est un récit qui va, je dirais, au-delà de l'histoire donc que tu as bien résumée, puisque il va témoigner d'une vie, il va témoigner de la vie d'un village qui est le village d'Élouges d'ailleurs, à une certaine époque, ce sont les années de 50 à 60, et qui témoigne tout simplement de la vie des gens, non pas avec nostalgie, mais dans le souci tout simplement de rappeler comment les choses allaient et comment on s'en sortait dans ces conditions-là. Ok, très bien. Et justement, la prochaine question va porter sur Petit Jean. Tu parles de récit, donc peut-être peux-tu dévoiler à l'Assemblée la véritable identité de Petit Jean? Mais Petit Jean, c'est Jean qui vole, c'est mon mari, voilà. C'est mon mari qui a vécu son enfance sous ces auspices-là. Et en fait, comment est-ce que ça s'est passé? Bien, l'idée d'écrire un récit qui retraçait cette enfance très singulière, dans des circonstances de vie également très singulières, elle est là depuis très longtemps, depuis 40 ans, depuis d'ailleurs il y en a avant, donc en 1982, il y a eu un recueil de poèmes qui parlait déjà un peu de ça, mais celui-ci, Cours de la Citadelle, qui est d'ailleurs un lieu d'Élouges bien connu pour ceux qui habitent la région, eh bien, dans ce recueil-là, j'avais déjà beaucoup évoqué la vie de cet enfant-là et surtout de celle qu'il a élevée. Et donc, l'idée était déjà là il y a 40 ans. Et puis, elle s'est affinée parce que nous avons eu 4 enfants et ces enfants-là, ils posaient beaucoup de questions. Qui est celui qui vient avant papa? Donc, il y avait une question de généalogie qui posait des questions, qui posait des problèmes à nos enfants. Et puis, petit à petit, j'ai fait des recherches généalogiques, et notamment sur le site généalogique des Mormons, avec l'aide de Daniel Charneux, qui est tout à fait porté dans ce domaine-là. Et il était absolument important de le faire, parce qu'il se fait que mon mari est le seul de sa famille en vie depuis très longtemps. Donc, effectivement, j'ai voulu vraiment faire ça. C'est un travail de mémoire, c'est un travail qui a plusieurs portées, et notamment celle de mettre en évidence et de rendre hommage à cette femme remarquable qui a pris en charge ce petit garçon. Oui. Et alors, je suppose que ton époux a joué un certain rôle, du coup, il avait un droit de regard, il t'a suggéré, comment ça s'est passé? Ça s'est passé très simplement parce qu'on a toujours parlé de son enfance, on a toujours tenté d'expliquer à nos propres enfants comment est-ce que la vie marchait pour lui, comment est-ce que ça allait. Parfois, les enfants disaient à mon mari, tu n'as jamais appelé personne maman. C'est vrai que ça peut vous paraître puéril, mais quand on a des gosses d'une famille nombreuse, avec maman, papa, etc., ne jamais avoir prononcé le mot maman, ça paraissait à certains de mes enfants comme quelque chose d'impossible. Alors voilà, si tu as parlé de ma tante, quand cet enfant-là a appris à parler, le ma de maman est devenu ma tante, tout simplement parce qu'elle ne voulait pas qu'on l'appelle maman, parce que le papa était encore en vie quelques années à ce moment-là. Alors, comment ça s'est passé? Eh bien, pendant le confinement, où beaucoup d'auteurs ont écrit, nous, en faisant nos grandes balades dans les bois, on en a reparlé. Je dis, écoute, j'avais déjà écrit un grand arbre généalogique que j'ai confié aux enfants, et à partir de là, j'ai dit, bon, mais maintenant, on va aller plus loin. J'ai pris mon dictaphone dans ma poche et on a parlé de cette enfance et de ce qui émergeait, de ce qui sourdait de cette enfance un peu particulière. Et ensuite, eh bien, j'ai enfin écrit cette histoire. Je dis pratiquement dont tous les éléments se trouvaient déjà
dans Cours de la Citadelle en 1987. Donc oui, il a eu un droit de regard, mais en plus, je pense que ça lui a fait beaucoup de bien de repasser par ces périodes de sa vie qui étaient des périodes qui l'ont totalement façonné et qui ont fait de lui l'homme qu'il est actuellement. C'est un beau cadeau que tu lui as fait, en tout cas. Ouais. Alors, je voudrais maintenant parler du borinage, qui tient une place très importante dans tes écrits. Donc, quel rapport entretiens-tu avec ta région? Je suis née dans le borinage, comme Marcel Moreau. Je suis née à Boussu, toute Boussu. C'est exactement ça. Je ne l'ai jamais vraiment quitté, sauf pour aller voir un peu à gauche, à droite, ce qui se passait plus dans le cadre de mes études, nos études, puisque tu as fait les mêmes que les miennes. Il fallait évidemment aller au-delà. Mais là aussi, très tôt, j'ai pu mettre ça en exergue. Je me souviens, d'ailleurs, je pense avoir réécrit cette phrase, mon premier regard d'enfant s'est posé sur les terris du borinage. Le borinage est un endroit dur, un endroit âpre, voilà, qui s'ameublit pour le moment. Les terris sont couverts de verdure, d'arbres, mais c'est aussi le pays de Marcel Moreau. C'est celui du Bermond, c'est celui de Malva, c'est celui de Regnard, c'est celui de Louis Pierrard. Mon rapport avec le borinage vient du fait que, d'abord, toute ma famille était du borinage, mon grand-père était un mineur de fond, donc tout ça, mon regard sur ce qui m'entoure, tout ça a façonné mon imaginaire aussi, un imaginaire qui peut s'exprimer de façon extraordinaire, à l'inverse de ce qu'on trouve en dessous, dans ces couloirs de mines qui renferment toutes les humeurs de la terre et toutes celles des hommes qui y ont laissé la vie. Le borinage, eh bien, voilà, c'est une terre très riche et qui m'a tout à fait impressionnée, une terre aussi que beaucoup ont célébrée. Voilà, ça c'est mon rapport au borinage. Merci. Alors, pour passer du fond à la forme, donc c'est un récit qui est écrit en tu. Oui. Tu t'adresses donc à ton époux. Je m'adresse à Petit Jean. Petit Jean, pardon. Petit Jean. Est-ce que voilà, comment es-tu arrivé à ce choix? Oh, tout simplement parce que j'ai beaucoup écrit en m'adressant au personnage de mes romans, soit la narratrice dans le roman s'adresse à son personnage. J'ai parfois, comme dans Camino, chargé un autre personnage de s'adresser au personnage principal. Dans Camino, celui qui s'adressait au pèlerin, c'était le chemin. J'ai parfois, dans ce personnage, confié à celle qui est en chacun de nous, ou à celui qui est en chacun de nous et qui fait la morale à l'autre. Donc c'est une forme que j'aime beaucoup. Mais ici, dans le récit, le narrateur ou la narratrice, c'est plutôt le narrateur, qui s'adresse à Petit Jean, c'est la voix de sa mémoire. Pourquoi cette mémoire s'adresse-t-elle à Petit Jean et dans le fil du développement de son enfant jusqu'à son adolescence, eh bien, elle lui demande, cette voix de la mémoire, de ne jamais oublier et de transmettre à ceux d'après, de transmettre ce que sa vie lui a apporté, de ce que ces deuils répétitifs dans sa vie lui ont apporté aussi. C'est donc une voix qui lui demande de ne jamais oublier et de transmettre à ses propres enfants. Et c'est comme ça que j'ai écrit le livre, pour qu'ils n'oublient pas et pour qu'ils transmettent. Okay, merci. Alors, peut-être parce que c'est un livre qui a une couverture très joyeuse, très très jolie, tu peux un peu raconter le choix de cette couverture? Mais la couverture, voilà, elle donne tous les détails du roman, enfin du récit. Donc, d'abord, c'est ma filleule qui a dessiné la couverture. C'est ma filleule Valérie Pierrard, qui est dessinatrice, qui est artiste plasticienne et qui a une œuvre très particulière et un imaginaire aussi tout à fait particulier, tout à fait propre à elle,
voilà, elle va rechercher pratiquement dans les contes de Perrault, les contes pour enfants, les personnages de ses toiles, mais qu'elle interprète à sa façon et parfois tout à fait à l'envers. Et dans ce livre, eh bien, on voit un oiseau qui est là et le petit garçon est assis sur son dos. C'est un petit personnage un peu farfelu, à l'image de Petit Jean, parce que Petit Jean n'est pas un enfant triste, hein. C'est un enfant qui désobéit, c'est un enfant qui réagit contre cette honte d'être orphelin dans son village. Hein, c'est un petit peu comme ça qu'il prenait son statut d'enfant sans papa et sans maman. Et donc, il réagit en faisant des bêtises, en désobéissant et en provoquant un petit peu. Et donc, on voit ce petit garçon assis sur l'oiseau. L'oiseau est prêt à marcher. Il a des bottes de 7 lieues différentes d'ailleurs. Et peut-être aussi, il s'envole, le gamin redescendra avec son ombrelle, comme Mary Poppins. Et surtout, on voit sur le côté l'œil de celle qui l'a élevé, donc la fameuse matante, qui, quand elle a reçu cet enfant en garde, a eu ce sentiment de responsabilité énorme qui s'est éveillé en elle, et aussi a pris conscience du devoir de le surprotéger, et c'est contre ça que ce petit garçon aussi réagissait. Donc elle surveille tout ce qu'il fait. On voit l'œil de cette personne sur l'étendard de l'oiseau. Très jolie couverture. Alors, est-ce que Françoise, tu peux nous raconter ta rencontre avec la maison d'édition? Donc c'est une maison d'édition du lieu même où se situe ce récit. C'est la roulotte théâtrale Audace. On a déjà eu Roland Thibault ici plusieurs fois et peut-être même Pierre Bragard, je pense, qui est venu ici. Pourquoi la roulotte théâtrale et Audace? Eh bien, parce qu'effectivement, je travaille aussi, comme pour Estrella, je travaille régulièrement avec la roulotte théâtrale en participant, en écrivant des textes et même une pièce de théâtre aussi qu'on a jouée très peu de fois parce que, bon, effectivement, c'est une scène un peu particulière, un peu limite, mais la roulotte théâtrale, elle a pour objet aussi un devoir de transmission du patrimoine culturel et social de la région. Et comme ce livre-là s'inscrit tout à fait dans cet esprit-là, c'est eux qui ont pris en charge l'édition de ce livre que l'on lit aussi à Élouges, notamment par des balades dans les lieux où cet enfant-là a vécu. Donc c'est tout à fait intéressant. Super. As-tu d'autres projets d'écriture, François? J'en ai plein, mais il faut aussi que j'ai le temps de les développer. Et puis c'est pas comme ça que je travaille. Les projets, ils sont là, ils traversent ma vie. Bon. Mais moi, ce que j'attends souvent, c'est d'avoir un personnage qui m'appelle, qui m'ouvre la porte, qui me dit voilà, c'est moi ton personnage. J'ai déjà écrit un livre là-dessus. C'était La danse de l'abeille, où le personnage, je ne l'ai jamais trouvé, mais où ça a donné un récit. La danse de l'abeille, où la narratrice dit je pense à vous. Et elle pense à vous jusqu'à Florence, elle le cherche un peu partout. Et ici, c'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est d'avoir tout à coup, voilà, cette idée d'un personnage qui va m'amener dans son lieu, qui va m'amener dans son histoire, quelle que soit l'époque où il va m'emmener. Et donc voilà, je pense que peut-être là, la porte commence à s'entrouvrir, mais on verra plus tard, si j'y arrive. Pour l'instant, savourer déjà Jean qui vole. Alors, je pense qu'on peut terminer par la lecture d'un extrait. Et je crois que tu avais choisi un extrait très très drôle. Voilà, donc en fait, effectivement, c'est un récit qui est plein de drôleries. D'ailleurs, le sous-titre de ce livre, c'est « Éloge de la désobéissance ». C'est un petit peu sa résilience. Et ce petit chapitre, cette page, tout petit chapitre s'intitule « L'âge de raison ». Donc, l'âge de raison, c'est à 7 ans. 7 ans. On t'en avait dit des choses sur ce que les adultes appellent l'âge de raison. Même que ça t'avait fait peur d'y arriver. Qu'est-ce que c'était la raison qu'on attrapait comme ça le jour de son 7e anniversaire? Une maladie bizarre, peut-être mortelle, un peu comme celle dont Louis disait que ton père souffrait. Et par où entrait-elle? Par le nez quand on y enfonce les doigts, la bouche quand on crie dans la rue ou dans des endroits où ça sent mauvais, ou pire, quand on mange avec dégoût des chicons, par exemple, des chicons amers,
des champignons du foie de veau ou des maquereaux avec leur tête. Tu avais pensé qu'il fallait lui barrer la route à la raison, l'empêcher de t'atteindre avant le lever du soleil, te cacher. Alors la veille de tes 7 ans, tu avais imaginé une stratégie infaillible. Tu te glisserais sans bruit hors de ton lit quand Pauline et Louis dormiraient dans leur chambre, la chambre voisine, et que tu profiterais des ronflements de ton parrain pour descendre l'escalier en évitant la 3e marche à partir du haut, celle qui craque et qui dénonce. Tu te cacherais dans la remise à charbon pour éviter d'être présent à table quand tout le monde t'attendrait pour te souhaiter « Bon anniversaire, Jean !» Car c'était bien cela la formule magique qui invitait la raison à s'installer dans la tête ou le ventre de l'enfant qu'elle contaminerait pour la vie. Bon anniversaire, Jean. Il fallait à tout prix l'empêcher, mais épuisé par tant d'efforts cérébraux, tu t'es endormi profondément, rassuré par ce que tu projetais de faire la nuit venue. On ne te prendrait pas à ce jeu-là. Ils seraient bien étonnés, ma tante et parrain, et les tontons voisins de constater ton absence au petit déjeuner. Mais alors le cadeau de tes 7 ans. Pas un jeu, bien sûr, les gosses des pauvres nous font encore rêver. Une nouvelle casquette peut-être avec la ristourne mendiée par Pauline pour le pauvre petit orphelin que tu étais. Et si c'était tout bonnement la raison, le cadeau promis au passage de la ligne de 7 ans.